Merci parce que tu nous as réunis pour une cause que nous défendons pour notre pays. Nous nous sommes assemblés ici pour penser à nos frères et sœurs qui sont morts injustement pour défendre notre pays et d'autres qui sont morts sans savoir pourquoi on les a assassinés. Cette célébration ou cet instant est appelé Généalogie et c'est à chaque 2 jours qu'il est célébré. À partir des rapports venant des experts de l'ONU, à partir des témoignages de personnes qui ont vécu, qui continuent encore à vivre cette situation, je disais, Charles Onana a écrit plusieurs livres. Et cette année, il vient encore de publier celui-ci intitulé Holocauste au Congo. Là-dedans, il parle de la manière dont les choses se passent, de la manière dont on tue et qui tue. Nous n'avons pas le temps de vous lire tous ces ouvrages en cet instant, mais pour vous mettre dans le coin de ce qui est là-dedans, nous allons tout simplement nous contenter de faire lecture de la préface du livre que l'ancien ministre français a écrit pour introduire Charles Onana ou le livre de Charles Onana. Il fut ministre de la Défense. Il s'agit donc de Charles Millon, qui était ministre à l'époque du président Chirac. Voilà ce qu'il écrit. L'histoire actuelle du Congo-Kinshasa demeure obscure pour nombre de nos contemporains. Trop loin, trop compliqué, trop forestier, ce pays-continent dont les richesses immenses excitent les appétits et pourtant la proie depuis plus de 25 ans de vautours en tout genre, qu'ils soient intérieurs ou plus fréquemment extérieurs. Ce sont ces pages de sang que Charles Onana, qui s'est imposé comme l'un des meilleurs connaisseurs de cette Afrique que l'on nomme communément des Grands Lacs, met au jour ici. Des pages de sang qui devraient faire la honte d'une partie de l'Occident s'il venait ouvrir les yeux. Je dirais même qu'il ferait la honte même de nous Congolais si nous pouvions ouvrir les yeux. Car depuis 1997, en République démocratique du Congo, et particulièrement dans sa région orientale du Kivu, on dénombre 10 millions de morts, 500 000 femmes violées et 110 000 km² de forêts dévastées par l'exploitation illégale des ressources minières. Mais cette guerre, ouverte puis larvée, qui se déroule toujours à bas bruit, a des origines particulièrement exogènes et il faut remonter à 1994 et au génocide voisin de Tutsi par les Hutus au Rwanda pour comprendre les dessous des cartes. L'analyse géopolitique et les informations précieuses que Charles Onana apporte dans ses livres me poussent à rappeler de douleurs souvenirs sur le rôle de la France tel que j'ai pu le vivre en tant que ministre de la Défense de Jacques Chirac de 1995 à 1997. La guerre du Kivu, la région orientale de la République démocratique du Congo, a éclaté en 1996 à la suite du soulèvement des Tutsis congolais qu'on appelle le Banyamulenge, instrumentalisé par le Rwanda du tout-puissant Paul Kagame, soutenu par les États-Unis et les Britanniques.
RDC accueillit en outre depuis 1994 de très nombreux réfugiés Hutus, fuyant la colère et la vengeance des Tutsis arrivés au pouvoir. Autant dire que tous les ingrédients pour une explosion étaient réunis. À cette époque régnait encore le Congo de Marshal Mobutu, qui, malgré de nombreuses exactions dues à sa tyrannie, demeurait un fidèle allié de la France et surtout un facteur de stabilité pour toute l'Afrique centrale. La question qu'elle posait la France, déjà publiquement et uniquement salie après l'opération turquoise, qui avait pourtant permis de sauver les Tutsis durant le génocide rwandais de 1994, cette question-là était comment préserver la paix sans soutenir Mobutu Mobutu. Du côté anglo-saxon et particulièrement américain, la solution semblait toute trouvée. Leur champion Laurent Désiré Kabila, soutenu par les deux présidents rwandais et ougandais, Paul Kagame et Museveni, renverser le maréchal, prendrait le pouvoir et tant pis s'il fallait abandonner le Kivu, tout l'est du pays, jusqu'à la capitale régionale Kisangani et tous les trésors minéraux à la capacité des pays voisins et à leurs alliés affairistes. L'occasion était trop belle de marier fausse morale publique et rendement économique. Cette guerre s'inscrivait de plus dans une rivalité générale américano-française. Le président Chirac avait déjà opportunément été attaqué au niveau international pour avoir autorisé des essais nucléaires. De même, les anglo-saxons avaient-ils bloqué le renouvellement du francophone Boutros Ghali au poste de secrétaire général de l'ONU. Enfin, la France, négociant son retour dans le commandement intégré de l'OTAN contre la création d'un pilier sud de l'organisation en Méditerranée dont elle était pris la tête, s'était vu infliger une méprisante fin de non-recevoir par les États-Unis. On a encore beaucoup spéculé sur le fait que le président américain Bill Clinton avait des intérêts personnels, amicaux et économiques dans la région des Grands Lacs. Lié à ces sujets, carnage de Pierre Péan. Reste qu'il nous fallait, nous la France, agir pour éviter les dégâts inouïs qu'allait précipiter l'invasion attendue de ces pays grands comme 4 fois la nôtre, par des voisins sans foi ni loi. La France, quand bien même il ne s'agissait pas d'une de ses anciennes colonies, avait une responsabilité historique dans la région. Après tout, sous Giscard d'Estaing en 1978, nos troupes étaient déjà intervenues à Tunisie dans une opération réussie et admirée. La suite allait hélas, 3 fois hélas, confirmer nos prédictions. Tout avait pourtant bien commencé. En tant que ministre de la Défense, appuyé par le secrétaire général de l'Élysée, qui était alors Dominique de Villepin, j'avais présenté au Conseil de défense au président de la République un plan d'intervention militaire en RDC. L'armée française, blessée par les calomnies comparées par son action au Rwanda, 2 ans plus tôt, mais soutenue par la voix de son chef d'état-major, Jean-Philippe Drouin. Seuls quelques-uns renaclaient. Le Premier ministre Alain Juppé, le ministre aux Affaires étrangères, Edouard de Charette, et le conseiller Afrique de l'Élysée, Michel Dupuy, imaginaient que cette opération nous isolerait sur la scène internationale. Finalement, nous fûmes paralysés. Car, quoique Jacques Chirac ait donné son feu vert à ce moment-là, quoique les services soient prépositionnés sur le terrain,
quoique le plan militaire ait été achevé pour la stabilisation du Kivu par la France, lors du Conseil de défense suivant, le président de la République suspend l'opération. Nous avons su depuis que c'était le président américain lui-même, Bill Clinton, qui avait fait pression sur Jacques Chirac pour qu'il annule tout. Les révélations qu'apporte ici Charles Onana sur le rôle qu'ont joué les États-Unis dans cette affaire confortent notre thèse. Et c'est l'une des grandes qualités de cet ouvrage, dont on espère qu'il aidera à rétablir la vérité historique que de s'appuyer sur des sources secrètes et nouvelles puisées à la meilleure eau. Que la France ait cédé au chantage américain a précipité ce que nous avions vu, que nous ayons dû en abattre et à signer non seulement la fin de la France-Afrique dans cette région, et peut-être c'est mieux ainsi, mais a encore et surtout signé l'arrêt des morts des populations innombrables. Combien de réfugiés ont été massacrés par les troupes rwandaises? Qui demandera un jour de compte à Paul Kagame, le protégé des États-Unis? La France n'a cessé d'alerter d'opinion, notamment par la voix des Xavier Emmanuel, secrétaire d'État à l'action humanitaire, dépêché par le président sur place à l'époque et qui revient avec ses cris d'alarme. Il faut leur venir en aide de toute urgence, autrement ces gens vont disparaître. Beaucoup vont disparaître. Jacques Chirac lui-même lança un appel solennel à la communauté internationale qui ne fut jamais entendu. Washington n'aura cessé de nier la réalité sur ces sujets, protégeant sa politique et ses intérêts. La population du Kivu et de l'Est général, une ville comme de Kinshasa, en paye le prix fort depuis 25 ans. C'est encore, je me suis permis de nommer ces souvenirs. Non par complaisance nostalgique, mais parce que des hommes et des femmes, des enfants, souvent aussi, sont la proie d'exactions sans nom, dans une guerre qui n'est toujours pas achevée, même si on fait semblant de ne pas le voir. Parmi les présidents français qui se sont succédés depuis, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron auront brillé par leur génuflexion devant Paul Kagame, qui a pourtant en sus de tout parmi la langue française de son pays, justifiant aussi son alliance avec les États-Unis et leur grande compagnie minière qui change à bord le sang des pauvres. Le livre de Charles Onana a encore le mérite de remettre les choses en perspective en révélant très à l'emploi des forces occultes qui ont été mobilisées aux États-Unis en faveur de celui qui gouverne le Rwanda d'une main de fer depuis 28 ans. Et dont les troupes occupent toujours militairement une partie de la République démocratique du Congo pour la piller. Sa volonté d'étendre son influence au Centrafrique, au Gabon et au Congo-Brazzaville, comme le montre aussi l'auteur, témoigne du véritable danger qu'il constitue pour toute l'Afrique centrale et pour la paix dans cette région. Les sénateurs veulent encore une fois, où s'en préoccupera-t-on enfin? Je verrai que ces livres touchent assez de responsables politiques pour que change les cours de l'histoire. Chers camarades, de manière succincte, nous avons entendu l'implication des puissances internationales dans cette guerre. Nous avons entendu de manière laconique le nombre de morts
des violés, des déplacés, des gens enregistrés. Le vœu exprimé ici en concluant ces quelques lignes, c'est faut-il entendre pour que les choses changent le cours de l'histoire. Devons-nous attendre que ces gens-là entendent ou devons-nous plutôt penser autrement, changeant aussi le paradigme en nous disant nous-mêmes devons attendre pour que nous devenions des acteurs du changement de la situation. Et je pense que le vœu, l'orientation, l'objectif du président Martin Fayou en cette question de l'insécurité grandissante en République démocratique du Congo a toujours été celui-là. Que nous tous devenions des acteurs pour pouvoir changer. En commémorant ce génocide, c'est pour nous un moment aussi d'interpellation, de prise de conscience que cela a trop duré. Devenons alors acteurs pour que nous Congo se mettent sur une nouvelle perspective de la véritable paix, du bien-être de ces enfants. Voilà pourquoi je vais vous inviter à acclamer fort notre auteur, Jean Onamor, qui donne son temps de s'investir l'énergie pour pouvoir documenter cette situation et permettre que nous puissions nous posséder et nous mettre besoin de nous au travail. Sur ce, je vais inviter le président et nous à prendre la parole. En attendant, on peut Internet. Mesdames, Messieurs, très chers compatriotes, du 2 août 1998 à ce 2 août 2023, voilà 25 ans que l'histoire de notre pays s'écrit en lettres de sang, dans la barbarie la plus absolue et dans l'indifférence coupable de la communauté internationale. Les génocides contre le peuple congolais, commis par le régime de M. Paul Kagame, est sans nul doute le plus grand drame humain qu'a connu l'Afrique noire, après les horreurs de la traite négrière et la tragédie de la colonisation. Plus de 10 millions de Congolais ont été assassinés, violés, mutilés ou torturés, souvent de la manière la plus atroce. Aujourd'hui encore, pendant que M. Félix Tshisekedi organise les Jeux de la francophonie à Kinshasa, dans les provinces du Kivu et de l'Ituri, d'innommables et imaginables massacres se commettent tranquillement et presque à huis clos sur des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards et même des nouveaux-nés dont le seul crime est d'être congolais et d'habiter les terres riches en minerais stratégiques que convoitent les commanditaires de cette guerre d'agression et leurs proxys du Rwanda, de l'Ouganda et du M23. Ce sinistre et inconcevable drame doit dorénavant être qualifié de génocide intentionnel. Dès lors que le président du Rwanda s'est permis de justifier la guerre d'extermination du peuple congolais qu'il mène depuis le 2 août 1998 en disant au cours d'une conférence de presse organisée le 15 avril 2023 à Cotonou au Bénin que, je cite, une partie du Rwanda a été donnée au Congo. Fin de citation. En réponse, M. Paul Kagame doit savoir que tous les Congolais et toutes les Congolaises, de tous les coins et recoins
de la République démocratique du Congo se sont donné les devoirs sacrés de faire en sorte que le souvenir de ces génocides demeure à jamais vivant. Nous, aujourd'hui, demain, nos enfants, après-demain, nos arrière-enfants, génération après génération, aucun Congolais n'oubliera ces effroyables tueries, ces viols et tous ces sangs congolais versés sur tant de villages et de territoires de notre pays. Nous prenons l'engagement de témoigner partout et en toutes circonstances, de l'enseigner à nos enfants et aider le monde à comprendre comment les militaires rwandais et leurs lampions du M23 rendent l'humain de plus en plus si commun, rendent l'inhumain de plus en plus si commun et banal dans notre pays. Et comment leur barbarie nous devient si quotidienne. Très chers compatriotes, par une légitime volonté populaire, la place des évolués a été rebaptisée place de la mémoire des victimes du Génocauste. Il en sera dorénavant ainsi. Balinga Balingate. Tous les ans, depuis 5 ans, même plus, nous commémorons un génocide du peuple congolais dont l'existence est encore contestée au mépris des faits les mieux documentés et les plus évidents. L'article 2 de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 dit pourtant en substance que le génocide, ce n'est pas seulement la tuerie, les supplices, la barbarie, le meurtre de masse, les horreurs. Le génocide, c'est la volonté délibérée et planifiée de faire disparaître un groupe, un peuple avec toute son histoire, sa culture, ses réalisations, sa langue, ses rites, ses traces et ses filiations. Comment ne pas percevoir que les effroyables éléments définitoires du génocide sont les pains quotidiens des Congolais au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. Très chers compatriotes, l'instauration populaire de cette journée de commémoration est non seulement une question d'audace patriotique, de reconnaître et de faire reconnaître dans le monde les génocides du peuple congolais, mais aussi et surtout, c'est pour manifester chaque année, infatigablement, notre refus que le temps ensevelisse les victimes de ces terribles génocides dans l'oubli. Merci à toutes et à tous, y compris les compatriotes de la diaspora, qui ne pouvant être présents avec nous, nous ont envoyé des messages d'encouragement en nous confirmant leur volonté, que je sais largement partagée par les Congolais, d'ici et de partout ailleurs, de tout faire pour que de telles horreurs cessent au plus tôt d'ensanglanter et de continuer à endeuiller notre pays. Ne baissons pas les bras, très chers compatriotes. L'inertie de la communauté internationale rend précisément notre action plus que jamais nécessaire. À tous les compatriotes des territoires occupés qui souffrent encore de persécutions et de brimades en tout genre parce qu'ils sont tout simplement congolais, je leur dis que c'est à quoi la folie criminelle des envahisseurs de notre patrie
vous soumet, nous hante et nous torture matin, midi et soir. Aujourd'hui, au-delà des mots qui sont trop faibles, au regard de ce que vous endurez tous les jours, nous nous inclinons dans le silence et l'émotion devant toutes les souffrances qui vous supplicient pour exprimer devant l'histoire notre volonté. La volonté de vous témoigner notre compassion, de transmettre cette histoire pour que rien ne l'efface de la mémoire collective et que personne ne l'oublie. Celle d'honorer notre patrie et la volonté d'agir aujourd'hui et demain pour construire une nation dans laquelle cette abominable et criminelle aventure devienne à jamais impassable. Vive la République démocratique du Congo, une, indivisible et à jamais souveraine. Je vous remercie. Que cette flamme ravive notre courage, que cette flamme ravive notre force pour que nous nous engagions à travailler pour mettre fin, alors résolument fin à toute cette situation macabre que nos frères et sœurs connaissent. Allez-y, rappelez au monde entier, les Congo est saigné, le sang de ses enfants, le sang de ses enfants coule, ses richesses sont pillées, mais ce Congo-là renaîtra de ses cendres. Nous l'avons exprimé par la symbolique de la bougie et du ballon d'air. À présent, nous allons clôturer notre cérémonie. Nous disons grand merci au président élu, à Maman Esther, au président du parti politique de la Mouka, au cadre de l'ESIDE, à tout le monde, vous tous qui êtes venus répondre à cette invitation, vous tous qui avez célébré ce moment combien émouvant, nous vous disons merci. Dans son palais, tous s'écrient gloire, 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 gloire. Autour d'une question très sensible, une question
qui demande à ce qu'il y ait un débat national, un débat où chacun de nous donne ses idées pour la construction de notre pays. Il s'agit de son Excellence Martin Fayulu. Qui est Excellence Martin Fayulu? Un grand acteur politique qui a fait bouger notre pays lors des élections de 2018. Personne ne peut pas dire qu'il ne connaît pas Excellence Martin Fayulu. D'ailleurs, il y en a d'autres, des jeunes qui s'appellent, s'il faut parler de la résistance, on l'appelle Martin Fayulu. N'est-ce pas? Oui. Il est coordonnateur de la MOCA et président national des décidés. Donc c'est parmi des personnalités politiques de notre pays qui font, je dirais, la fierté de notre pays. Alors, nous pouvons lui demander de se mettre debout, que nous puissions l'accueillir avec joie. La question électorale dans notre pays, lorsqu'on parle des élections, ça fait réveiller les vivants et les morts. La question électorale fait peur. Ça devient comme Covid. Quelqu'un dit Covid est là, les gens ont peur des élections. Par conséquence des situations négatives qui s'accompagnent des violences, l'instabilité de notre pays. Alors, vous, en tant que fils de ce pays, des pères et des mères, tout le monde la jeunesse veut à ce que vous puissiez nous dire, nous donner votre état de la situation électorale, quels sont les défis et les enjeux, et comment nous devons ensemble relever ces défis, travailler pour que notre pays puisse expérimenter des élections apaisées, des élections salles. Ils ont vraiment soif de vous écouter. Ambition politique et élection 2023, enjeux et défis à relever. Comme le président le disait, nous venons de tous les 4 points de la République démocratique du Congo. Nous allons avoir une connaissance suffisante que nous irons donner aux autres qui sont restés ailleurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 2 août. C'est une journée, une date mémorable pour nous, Congolaises et Congolais. Si vous ne vous rappelez pas, le 2 août 1998, c'est le jour où a commencé le génocide du peuple congolais. Et pour cela, je vais vous demander qu'on se lève pour observer 1 minute de silence pour tous ceux et celles qui nous Très bon sujet. Et les sujets, Monsieur le Président national des jeunes protestants, vous l'avez complété et très bien, parce que vous dites comment, ensemble,
nous devons relever le défi pour avoir des élections apaisées, pour que la nation congolaise soit développée. Et j'aime beaucoup cette partie que vous avez ajoutée. Le sujet central, ambition politique et élection 2023, 2 points, enjeux et défis à relever. C'est quoi la vision? Si demain, nous réussissons à poser les jalons, les fondations pour cette aventure, et je l'appelle comme ça, et je crois que nous, on va se dire, on a fait quelque chose de bon pour les générations futures. Donc, bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère, c'est ça notre vision. Vous dites les élections de 2023, je vais revenir, mais avant ça, je veux savoir quels sont les enjeux. Il y a des enjeux. Aujourd'hui, notre pays a un sérieux problème. Il y a la guerre dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, des Lituri et même dans certaines provinces qu'on ne cite pas, les Haut-Ouélé, les Bas-Ouélé. Donc il y a des guerres, et ces guerres, je les qualifie comme ça, sont en train de venir dans ce qu'on appelle les provinces de l'Ouest. Donc c'est un enjeu détail, l'intégrité territoriale de notre pays. C'est un enjeu, la balkanisation de notre pays, parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui ont décidé de balkaniser ces pays. C'est un enjeu détail, le génocide du peuple congolais. Et tout ça, vous devez avoir ça présent en l'esprit quand vous parlez des enjeux. Enjeu, ce pays, le Congo, qui est situé au centre de l'Afrique, et Frantz Fanon disait que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette se trouvait au Congo. Et ce pays qui regorge des ressources naturelles énormes. Le développement du monde aujourd'hui dépend en grande partie du Congo. Les minéraux, la forêt, l'eau. On nous appelle aujourd'hui le poumon du monde. Voici les enjeux. Enjeux de paix. Il faut avoir la paix. Comment avoir la paix? Pour que l'homme, la femme se réalise, vaque paisiblement à ses occupations, il doit avoir la paix. Et si nous n'avons que des guerres, comment envoyer les enfants à l'école? Comment assurer l'éducation des enfants? Comment assurer le développement du pays? Autre enjeu, le développement. Nous sommes ici, on se demande, est-ce que nous sommes venus accompagner les autres dans ce monde? Ces pays qui regorgent les ressources naturelles dont le monde a besoin. Ces pays qui a des minéraux dont le monde a besoin, qui a l'eau. On nous dit que la 3e guerre mondiale sera la guerre de l'eau. Nous avons l'eau. Nous avons tout. Mais ces filles et ces fils souffrent, ne mangent pas. Plus de 27 millions de Congolais ont besoin de l'aide alimentaire. Plus de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans ont un problème de développement, de croissance parce qu'ils ne mangent pas correctement. Dans les 27 millions de Congolais qui ont besoin d'argent, on cherche des financements. Jusqu'aujourd'hui, les organisations d'aide n'ont trouvé que 2,25 milliards de dollars. Ils en ont besoin de plusieurs milliards de dollars. Comment faire? Voici les enjeux. Maintenant, nous allons arriver au défi. Mais avant d'arriver au défi, parce que nous avons développé ce que nous appelons le manifeste de Kisangani. Nous avons été au congrès, notre parti décidé, du 11 au 14 juillet, ça fait un an plus aujourd'hui. Nous avons été du 11 au 14 juillet à Kisangani pour
pour notre congrès. Et c'est le congrès qui préparait les élections de 2023. Et lors de ces congrès, nous avons adopté le manifeste de Kisangani et qui, sous le terme Congo Ekolo Moko. Voilà l'enjeu, détail. Comment faire pour avoir un Congo unique, indivisible, afin que demain, ce Congo soit libre, fort, digne et prospère. Et dans ces manifestes, nous avons développé 18 défis. Et ces 18 défis, si on arrive à les traiter correctement, à les relever, et le Congo sera demain développé, et cette vision-là commencera à se matérialiser. On reviendra. Mais allons-y d'abord sur la première partie, élection 2023. Pour arriver à ces élections 2023, je voulais ici, moi je suis devant les chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Et j'ai toujours dit, ici, psaume 125, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne des Sion. Elle ne chancelle point. Si vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous devez être comme la montagne des Sion. Chers amis, pour ceux qui me voient pour la première fois, vous allez comprendre mon comportement, tout ce que j'ai fait. Et ce psaume 125 est un soutien, un pilier. On ne chancelle pas. Deuxième verset biblique, je reste un peu dans les Écritures, c'est 1 Corinthiens 10, 13. Vous allez lire à la maison. Je vous donne l'idée. Aucune tentation qui vous est survenue n'a été humaine. On comprend? Oui. Toute tentation est humaine. Mais Dieu qui est amour, et Dieu, qu'est-ce qu'il va vous donner? La force pour la surmonter. Il va vous donner la force pour la surmonter. Si vous allez retenir deux choses en tant qu'enfant de Dieu, en tant que frère et sœur en Christ, c'est que votre frère vous a parlé au niveau des Écritures, allez approfondir ces deux textes bibliques. Et ayez ça en l'esprit. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne des Sion, elles ne chancellent pas. J'étais à l'ouverture de vos assises. J'ai beaucoup aimé. Et le pasteur, je crois que les docteurs, fantastique, un message court. Mais il a dit ceci, c'est que j'ai retenu. Que ceux, et j'ajoute celles, qui aiment Dieu doivent promouvoir la lumière et la vérité. N'est-ce pas? Vous avez compris? Voilà. Donc nous sommes les enfants de Dieu et nous devons travailler dans ce sens-là. Donc, je disais, les élections de 2023, mais les élections de 2023, on vient de quelque part. On vient des élections de 2018. Les élections de 2018 s'est passé comme ça s'est passé. Et nous avons contesté l'organisation de ces élections simplement parce que à l'époque le président de la CNI, qui s'appelait M. Nanga, qui aussi il a l'étiquette des chrétiens, et il avait organisé ce que nous appelons l'enrôlement, identification et enrôlement des électeurs, mais dans le fichier électoral qu'il avait produit, il y avait 10 millions d'effectifs. J'ai les rapports de l'OIF de l'époque, je vais vous le montrer. Et ces 10 millions d'effectifs, il a trouvé le moyen de faire voter les gens par la machine à voter. Et la machine à voter, dès que vous utilisez une machine, ça devient un vote électronique. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Que non, ça ne va pas être un vote électronique, mais un vote semi-électronique. Mais à l'époque, la loi électorale, dans son article 237 ter,
prohiber les votes électroniques. On ne pouvait pas avoir les votes électroniques. Alors, comment nous sommes sortis de cette affaire? Il a dit que la machine sera utilisée comme simple imprimante. Nous avons fait beaucoup de discussions. On a dit, si vous n'enlevez pas les 10 millions d'électeurs fictifs dans votre fichier, si vous ne mettez pas d'écouter la machine à voter, nous n'allons pas participer au vote. On a trouvé un compromis. Et nos pères spirituels s'y sont mis, y compris l'ECC et la CENCO, et nous avons trouvé un compromis qui consistait à dire que la machine à voter va servir de simple imprimante. Vous imprimez le nom de votre candidat, vous prenez la carte, le bulletin, vous jetez la l'urne. Donc cette partie, donc ce n'était plus le vote électronique. Et c'est comme ça que nous avons accepté. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, mais Fayulu, en 2018, vous n'avez pas accepté la machine à voter, vous avez dit qu'il y avait des électeurs fictifs, mais comment vous êtes allé au vote? Et je vais vous donner l'explication. Mais il nous a trompé, le président de la CENI. Parce que la suite de ça, nous avons dit que les votes, le résultat, doivent provenir du comptage manuel de bulletins qu'on va récupérer dans les urnes. Et quand nous étions en train de compter les bulletins partout, et les gens en train de compiler les résultats, mais la CENI avait laissé la possibilité de transférer directement le résultat par la machine. Et c'est ce qui fut fait. On a voté le dimanche 30 décembre, le lundi 31 à 9h, ils avaient les résultats par la machine, et ils ont constaté que c'est Fayulu qui gagnait largement. Ils ont compris que même si les résultats qui restaient venaient, c'était impossible que M. Chadari, à l'époque, parce que c'était le candidat pour qui la fraude devait s'opérer. Donc, ils ne pouvaient plus gagner. Donc, ils ont décidé en ce moment-là de fabriquer le résultat. Et les gens qui étaient à la CENI, à la direction de la CENI, et le président, le vice-président et le rapporteur et autres, ils ont décidé de fabriquer les résultats. Et c'est pour cela que je n'ai pas été dans ces fauteuils-là. Et les jeunes gens de la CENI, voyant cette supercherie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait fuiter les résultats, 62,11%. La CENCO est venue avec ces résultats, 62,8%. Nous-mêmes, nous avions aussi les résultats de 62%. Voilà ce qui s'est passé, et c'est là que vous, jeunes gens, vous devez comprendre ce qui se passe. Les élections ne sont pas une nomination ou des nominations. Les élections, ça part de l'article 5 de notre Constitution, que la souveraineté appartient au peuple, et que le peuple exerce cette souveraineté au moyen des élections pour désigner ses représentants, et ces représentants qui, pendant 5 ans, auront un mandat confié par ce peuple-là pour agir en son nom. Donc, 2018, c'est ce qui s'est passé. Et après, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit, 2018 s'est passé, et nous allons vers 2023. 2023, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des élections crédibles. Et pour avoir des élections crédibles, vous vous rappelez, pour ceux qui se rappellent, j'avais fait un document que j'avais des propositions au plan de sortie des crises. Le 10 mai 2019, très rapide. Je vous passe des petits détails que j'ai eu déjà le 6 février 2019 avec l'Union africaine. Je vous passe de ces détails. Mais le 10 mai 2019, j'ai fait une proposition de sortie des crises, comment on allait sortir de cette crise post-électorale. Donc il fallait créer une institution qu'on avait dénommée Conseil national
des réformes institutionnelles. Ces conseils devaient faire des réformes pour que les élections de 2023 se passent bien. Et l'exposé était très simple, dire aux jeunes qui doivent participer au développement du pays. Il y a plusieurs défis, il y a plusieurs enjeux. Notre pays est en proie à la guerre. Il y a des détracteurs de certains pays limitrophes, notamment le Rwanda, qui attaquent notre pays avec ses supplétifs du M23. On veut balkaniser ces pays. Mais ces pays ont beaucoup de richesses. Et ces pays aussi, cette année 2023, c'est une année électorale. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour aller aux élections? Aux élections, il y a M. Kadima, président de la CENI, qui s'est organisé pour une fraude électorale massive. Il a créé des électeurs fictifs et il a mis dans les fichiers électoraux. Il ne veut pas que ces fichiers soient audités. Donc, nous avons dit aux jeunes que tant que les fichiers ne seront pas audités, il faut qu'ils refusent d'aller accompagner Kadima dans sa forfaiture. Pourquoi M. Kadima ne veut pas ouvrir ces fichiers, que tout le monde sache qui est dedans? Pourquoi il ne veut pas? Donc, nous sommes dans l'année électorale et nous avons expliqué notre position de ne pas inscrire nos candidats, qui ne s'apparentent pas à un boycott. On ne boycottera pas les élections, nous voulons des élections parce que les jeunes gens qui avaient 13, 14, 15, 16, 17 ans en 2018, quand ils entendaient parler de Fayoum, et ces jeunes-là veulent voter, ils veulent voter utile. Mais pour voter utile, il faut que leur vote compte et non que quelqu'un qui s'arroge le droit de nommer des gens. Pourquoi nous disons ceci? Parce que dans la loi électorale, on a prévu l'article 47, cet article qui définit le vote semi-électronique comme quoi les gens vont voter avec un dispositif électronique de vote et ce dispositif va agréger les résultats et va transmettre les résultats automatiquement. Donc, cela veut dire que la CENI, comme en 2018, va donner des machines à voter particulières et ces particuliers vont utiliser les cartes d'électeurs qu'ils ont fabriquées et ils vont voter. Donc les résultats seront erronés. C'est pour cela que nous voulons que les gens votent et qu'on proclame le résultat bureau de vote par bureau de vote. Mais avant tout ça, il faut que les fichiers soient fiables. Oui. Voilà. Merci.